D'où viens-tu? Que fais-tu? Oui, bah, écoute, Félix Blanc. J'habite Marseille. Je suis un chercheur. J'ai travaillé depuis une dizaine d'années sur différents sujets. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de démocratie et sur la question du contrôle citoyen tout ce qui est militaire. Ce qui m'a amené à travailler sur des sujets comme les drones, par exemple. J'ai aussi travaillé sur les questions numériques. Ça fait à peu près 5-6 ans que je travaille sur ces sujets. Et par exemple, voilà, j'ai beaucoup voyagé grâce à ces recherches en Afrique et en Amérique latine. Et depuis 2-3 ans, je suis très actif à Marseille, notamment politiquement. Je me suis engagé dans ces élections municipales de 2020. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Antoine. Voilà. Sinon, je suis papa d'un petit garçon de 4 ans et demi qui est en vacances. Moi, pas vraiment, mais je suis très heureux de prendre ce temps cet après-midi pour discuter de différents sujets avec Antoine. Eh bah c'est super. Écoute, bah, moi aussi je suis ravi. Du coup, tu as publié là juste la semaine dernière une petite tribune dans Le Monde sur les data centers, puisque à Marseille on a un énorme data center qui est dans une ancienne base sous-marine qu'on a visité au mois de mai, mois de mars. Et qui est grosso modo, c'est quoi un data center? C'est un endroit où vont être acheminées toutes les données que les internautes consultent régulièrement en France, que ça soit des trucs sur Netflix, sur Facebook, etc., même des choses que vous trouvez sur Google et tout. Et pour que ça soit plus rapide, ces données sont stockées plus près de l'utilisateur. Et donc on a comme ça des énormes data centers un peu partout dans le monde et bien sûr dans toutes les grandes métropoles. Et Marseille étant un port, les routes maritimes ont précédé les routes numériques. Les routes numériques se sont calées sur les routes maritimes, et ce qui fait qu'à Marseille on a de très nombreux câbles sous-marins qui relient Internet d'un continent à l'autre qui arrivent à Marseille. Bon, ça on le sait pas forcément. Parce que c'est pas visible, autant des bateaux, un port, bon bah évidemment tu vois le trafic, mais là on le voit pas, c'est un trafic complètement invisible mais qui est absolument énorme et qui pose des problèmes et des opportunités. C'est un trafic énorme qui vient du monde entier, donc il y a probablement des opportunités économiques à développer autour, mais ça pose aussi un certain nombre de problèmes qui sont par exemple la consommation d'énergie des data centers qui est absolument énorme. Qui peut représenter parfois presque des consommations d'équivalent d'une ville ou d'un truc comme ça. Deuxième problème, entre guillemets, c'est que c'est pas très créateur d'emplois. Que malgré l'immensité, l'énormité des flux qui sont traités à Marseille, et le côté absolument indispensable de ce maillon dans l'Internet du sud de l'Europe, disons, et de l'Afrique du Nord, il y a très très peu d'emplois qui sont créés, une centaine je crois directs. Il y a des emplois indirects bien entendu, mais des emplois directs assez peu. Et donc toi dans ta tribune, grosso modo, sans trahir ta pensée mais en quelques mots, tu dis qu'il faut pouvoir profiter de cette opportunité, mais que bon bah évidemment ça doit se faire aussi dans un certain cadre, parce que on est face à des acteurs qui sont énormes, qui sont des sortes d'oligopoles presque, quasi monopole, et que donc bon bah évidemment il faut prendre ça en compte dans la façon d'imaginer des développements qui pourraient se construire, développements économiques ou sociaux qui pourraient se construire autour de ces énormes data centers. Est-ce que c'est à peu près ça? Oui, tu as très bien résumé. J'ai annoncé que j'avais travaillé sur les questions numériques, et effectivement en 2013, j'ai mené une enquête au Cameroun sur la connectivité de l'Afrique centrale, fin 2013. Et j'ai pu constater que dans le coût d'accès en Afrique, la part la plus importante était le coût d'accès à la bande passante internationale, c'est-à-dire le fait de passer du réseau national, en l'occurrence camerounais, à
disons, à l'ensemble du réseau Internet dans le monde, et que ce coût était très élevé en raison du monopole exercé par la Camtel, la compagnie d'État camerounaise. Par ailleurs, en faisant ces recherches, je suis tombé sur des articles sur en fait l'importance stratégique des câbles sous-marins au niveau plutôt militaire. Et je suis tombé aussi sur en fait un article qui m'a attiré l'attention sur Marseille. C'est en fait Orange qui avait fait un recours fin 2013 contre la NSA pour espionnage dans le cadre en fait des révélations d'Edward Snowden donc de juin 2013. Donc, carrément. On est 6 mois plus tard, et il parle du point d'interconnexion qui est au large de Marseille, qui relie la France à tout le réseau international. Alors cette plainte n'a pas vraiment été suivie des faits. Mais ce qui a été intéressant, c'était que ça pointait du doigt le caractère stratégique de Marseille pour les télécommunications mondiales. Et ça n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd du côté de l'entreprise Interaction, qui a racheté la même année, 2014, le point en fait d'interconnexion, le lieu où justement les câbles sous-marins arrivent à Marseille et qui était possédé par SFR. Ils l'ont racheté, ils ont fait beaucoup d'investissements, en plusieurs tranches, du côté de la Joliette. Et ensuite, là, ceux dont on parle, qui sont plutôt du côté de l'Estac, en fait. Et ces investissements sont colossaux. Ce que je n'ai pas dit dans la tribune, c'est que la capacité d'investissement aujourd'hui d'Interaction à Marseille est supérieure à celle de la ville de Marseille. C'est plus d'un 1,6 milliard d'euros. Donc ils sont capables de construire et d'investir. Non, dans le budget d'investissement, c'est pas le budget de la ville. Donc je suis en train de dire une bêtise, mais en tout cas leur capacité d'investissement en infrastructure est supérieure à celui de la ville. Et d'ailleurs, quand on avait effectivement visité ces infrastructures, on voyait qu'ils sont en capacité aujourd'hui d'investir dans des transformateurs. Quand Enedis n'est pas assez rapide pour les construire lui-même, et d'investir peut-être à terme dans des capacités de production d'énergie, choses qui se sont vues, ces investissements se sont vus dans d'autres pays du monde, notamment aux États-Unis, où ce sont les grandes compagnies qui investissent dans leurs propres capacités. Donc je suis tout de suite revenu sur le contenu de la tribune pour dire simplement que ces capacités d'investissement aujourd'hui représentent une opportunité peut-être pour Marseille, dans la mesure où la ville pourrait disons accompagner, voire même co-investir sur certaines infrastructures pour permettre la transition écologique à Marseille. Et quel type d'investissement ça pourrait être, par exemple? Ce qui est aujourd'hui Interaction et on va dire dans l'ensemble au niveau mondial de l'écosystème des data centers, il y a de toutes sortes de choses. Vous avez des modèles comme à Santa Clara où par exemple la ville possède une entreprise d'énergie depuis la fin du 19e, la ville de San Francisco, Santa Clara en l'occurrence, et qui a un contrat avec le data center pour que l'énergie consommée par la data center soit achetée à cette entreprise qui appartient à la ville. Donc là, tout cet argent est réinvesti dans les équipements publics. Ah, ok. Ça c'est un modèle. C'est-à-dire, ils disent grosso modo, vous pouvez vous installer là. Par contre, l'électricité, c'est nous qui la fournissons. Vous êtes obligé de passer par nous pour acheter l'électricité. Exactement, sachant que dans ce modèle-là... un marché captif sur un besoin de... Le marché captif est en pleine expansion. Et à Marseille, on a un gros marché captif, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, on est maintenant dans les 10 premiers nœuds mondiaux d'échange de données, et qu'on devrait être dans les 5e positions d'ici quelques années. Ça veut dire que la plupart des internautes et aussi des compagnies de télécommunications, on passe par Marseille pour se connecter d'un continent à un autre, d'un marché à un autre, etc. Aujourd'hui, c'est massivement l'Asie, 50% du trafic, mais demain, ça pourrait être équilibré. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur un câble, parce que je travaille au Brésil, entre l'Amérique latine et l'Europe. Et là, ce mois-ci, il va être mis en...
finissent la pose du câble, et il devrait être mis en activité très prochainement, et il relie directement Marseille au Brésil. Ah ouais. Et donc ça permettra à Marseille d'être connecté aux 5 continents à partir de la fin de l'année là, ou au début de l'année prochaine. Donc cette position-là, on ne va pas la perdre tout de suite. C'est une position géographique acquise au fil du temps, de l'histoire du port de Marseille, bien sûr, et des investissements qui ont été faits par Interaction, avec un modèle sur lequel je pourrais éventuellement revenir plus tard. Et du coup, ça veut dire que sur le long terme, on peut espérer que la ville de Marseille puisse profiter en quelque sorte de cette position. Mais il faut pour ça poser un certain nombre de conditions. Et c'est ce qu'a réussi à faire la ville de Santa Clara en Californie. Sachant que, évidemment, eux, ils avaient déjà une compagnie qui produisait de l'énergie renouvelable sur place. Il y a d'autres villes de Californie ou d'autres villes aux États-Unis qui ont produit qui ont produit des centrales électriques, voilà, des centrales électriques d'énergie renouvelable pour alimenter les data centers. Mais vous avez d'autres modèles. Apple, par exemple, c'est des centrales charbon qui sont... Ah oui. Voilà, il y a de tout, en fait, parmi les... On va y venir, hein, les GAFAM, disons, il y a vraiment différentes approches. En tout cas, en ce qui concerne Marseille, Interaction se veut une entreprise verte, on va dire, et... joue beaucoup sur le fait que la chaleur est récupérée, que les énergies sont vertes, etc. etc. Je pense que nous pouvons, en tant que la ville de Marseille et les différents acteurs qui pourraient être partie prenante de cette opération, pourraient pousser Interaction à aller encore plus loin, c'est-à-dire à co-investir avec la ville de Marseille dans par exemple une société d'économie mixte qui pourrait... développer le renouvelable sur le territoire marseillais pour alimenter directement ces data centers. Aujourd'hui, l'énergie provient de certificats qui sont achetés sur les marchés du renouvelable, dont il y a beaucoup de critiques autour de ce système, hein, pour être parce que une partie provient du nucléaire, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi la façon dont ce système de certificats qui est pas forcément... Ouais, ça on pourrait en parler, ouais, mais bon. Après, il a le mérite au moins de faire exister des boîtes qui produisent de l'électricité renouvelable et qu'elles trouvent un marché, quand bien même ils n'ont pas un marché local à côté, parce que c'est ça le problème souvent. Quand tu fais de l'énergie avec les vagues au Pays de Galles, si tes clients ils sont au Portugal, ça marche pas. Hein. C'est ça. Pas leur envoyer l'électricité, donc il faut une compensation. Mais c'est intéressant cette logique de pousser en fait Interaction à un co-investissement qui permettent à Interaction de voir venir sur le long terme et donc aussi de lui résoudre un problème sur les 20 prochaines années, par exemple, en termes d'énergie, mais que Marseille puisse en bénéficier d'un point de vue de développement économique. Exactement. Mais on n'est pas du tout sur la data, c'est un truc... Ah non, là on est que sur la production d'énergie, sachant qu'aujourd'hui la consommation est équivalente à peu près à une ville de 100 000 habitants, mais que les prévisions de croissance de cette entreprise et surtout de l'installation de géants du web, hein. Là, vous avez Microsoft qui s'installe dans les dans ces fameux garages à sous-marins nucléaires. Là, Microsoft s'installe avec des investissements qui se chiffrent en milliards. À Marseille ? Oui, en plus de ceux qu'on réalisés par Interaction. Et ils font quoi là-bas, Microsoft ? Ils font leur cloud, cloud européen. Et puis, vous avez aussi Disney+, qui s'installe à Marseille avec des serveurs. En fait, c'est tout le système de la vidéo à la demande qui est dépendant de serveurs qui sont situés, qui doivent être alimentés en permanence entre ceux qui sont basés aux États-Unis, où il y a la production notamment et cinématographique, et ceux qui sont en Europe. Vous avez une alimentation, là je parle que pour le cinéma, Netflix, etc., mais ça vaut pour Facebook, pour les vidéos que vous regardez, où elles vont être dupliquées à la fois aux États-Unis et en Europe, et vous allez avoir un serveur qui sera, pour améliorer la qualité, le temps de latence, etc., vous allez avoir un serveur qui sera directement au point d'atterrage des câbles sous-marins, et c'est Marseille, de ce point de vue-là, est très stratégique. Voilà, donc je disais effectivement, il y a des prévisions de croissance qui sont énormes en termes et donc qui vont avoir des conséquences en termes de consommation d'énergie. On pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers d'habitants, l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'habitants dans les 10 prochaines années, et donc ça veut dire qu'il faut anticiper en termes de production électrique, et pourquoi pas du coup ces investissements dont je parlais. Et ça, il y a des exemples, comment ils ont fait à Paris aussi, parce que Paris, ils ont aussi des très gros nœuds. Comment ils ont fait ? À Paris, ils ont eu des problèmes en fait. Vous pouvez regarder, il y a eu des articles dans le temps, je crois que c'était en 2017, de mémoire, un article de Mediapart qui révèle les conflits d'usage
justement, une fois encore avec Interaction, autour de... en fait, du fait qu'il y a eu une réserve, que l'entreprise avait fait une réserve d'énergie, enfin aurait fait une réserve d'énergie, et du coup ça provoque des problèmes en termes d'alimentation pour les habitants ou les entreprises locales, parce que la capacité électrique est déjà réservée pour les data centers. Ça c'est un vrai souci. Alors la réponse qui est celle dont je parle d'ailleurs dans la tribune, c'est la réponse de faire cette fois-ci non pas on parle plus de la production d'énergie en amont du data center pour refroidir essentiellement, mais pas seulement pour aussi faire fonctionner le réseau électrique. Mais je parle de ce qu'il y a en aval, c'est-à-dire la récupération de la chaleur induite par les data centers. Et là, à la Courneuve, il y a l'idée de connecter directement les data centers au réseau de chaleur de la ville. Donc c'est de ça dont je m'inspire pour dire qu'à Marseille, on pourrait... il y a déjà d'ailleurs un lien, le réseau est déjà connecté très partiellement au niveau des data centers d'Interaction à Marseille, mais s'il y a une prévision de croissance qui est importante et qu'on peut anticiper, pourquoi pas n'utiliser cette chaleur pour chauffer, faire du chauffage collectif ou autre. Oui, chauffage urbain. Chauffage urbain, sachant que vous avez un exemple qui me tient beaucoup à cœur, c'est à la piscine de la Butte aux Cailles à Paris, dans le 13e, où il y avait un projet, je ne sais pas s'il a été réalisé, je ne crois pas, mais de mettre un data center en dessous juste pour chauffer l'eau de la piscine. Voilà. Ouais. Et derrière moi, il y a une start-up récemment qui a... Voilà, on entre sur un autre débat qui est beaucoup plus systémique, qui propose des systèmes de chauffage au mur qui sont aussi des data centers. Oui, donc ça pose le débat de la décentralisation des données. Que j'aborde pas du tout dans la tribune, mais je pourrais y revenir aussi parce que c'est il y avait des radiateurs data center. Voilà, et ça ils sont en train d'en vendre de plus en plus. C'est vrai. Ouais, ça marche. C'est dingue. Ouais. Mais de toute façon, après, Internet, d'une manière générale, sur quand il y a des aberrations sur la façon dont on a construit l'accès à Internet un peu partout. Aujourd'hui, quand tu ouvres une fenêtre de recherche de Wi-Fi dans le centre-ville, tu as, je sais pas combien, 40 points d'accès. Donc, déjà, c'est con parce que ça veut dire qu'il y en a probablement, peut-être pas 39, mais 35 de trop ou 30. Tu pourrais aussi bien couvrir la zone avec peut-être 5 ou 10 points d'accès seulement. Et que ça crée des interférences en plus, donc c'est pas génial pour la connectivité sur place. Voilà, on est sur des modèles aujourd'hui qui sont de toute façon qui vont devoir être revus d'une manière ou d'une autre. C'est pas tenable à long terme des modèles aussi commerciaux jusqu'au bout. Sans dire qu'il faut pas qu'ils soient commerciaux, mais pourquoi par exemple dans un immeuble Orange te propose jamais ni Free ni personne de te faire une connexion pour un immeuble, tu vois, c'est un peu... oui, ça c'est le débat sur les communs aussi numériques, c'était l'idée que par exemple à Barcelone, vous avez un réseau qui s'appelle le réseau Gifi.net, qui est un réseau qui est géré par des associations de fournisseurs d'accès associatifs ou de gens qui travaillent dans tout ce qui est réduction de la fracture numérique, ou des différents acteurs en fait associatifs qui gèrent eux-mêmes les points d'accès à Internet au niveau du Wi-Fi gratuit. Et c'est un des plus étendus d'Europe, dans toute la ville de Barcelone. Et ce réseau-là, effectivement, pourrait, à Marseille, on pourrait en tout cas fournir, disons, une connexion Internet gratuite qui passerait par un réseau qui serait géré par la ville et qui serait très étendu, au point de permettre peut-être même que les particuliers ne puissent se connecter de chez eux. Alors ça pose un certain nombre de problèmes, notamment la question sanitaire aujourd'hui autour des ondes. On a le débat autour de la 5G, mais je crois que sur le Wi-Fi ou sur ce type il y a une vraie question. Moi je suis plutôt partisan par exemple de développer au maximum et autant que faire se peut le réseau de fibre optique,
qui est le plus performant et qui permet d'avoir une connexion de qualité, aussi bien pour des entreprises que pour des particuliers, mais et que ce réseau soit développé. Enfin, je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits au niveau de la métropole, mais que ce réseau filaire aille le plus loin possible. Et c'est vrai que là-dessus, ça contrevient un petit peu à l'idée que on pourrait avoir des Wi-Fi collectifs parce que ça veut dire mettre plus d'ondes. Par contre, on peut avoir peut-être, on pourrait faire en sorte que les immeubles, que la fibre optique par exemple fasse partie des charges communes pour permettre peut-être de diminuer les coûts et en même temps de permettre le raccordement de tous, c'est-à-dire qu'il y aurait une forme de compensation pour ceux qui ne sont pas raccordés à la fibre parce qu'ils ne l'ont pas demandé, etc. Pour plein de raisons, par immeuble, de les traiter immeuble par immeuble pour que ça aille plus vite, ce raccordement à la fibre. Ça me paraît être une bonne piste, ce qui n'empêche pas de mettre une box, un Wi-Fi ensuite chez soi pour pouvoir se balader librement, mais voilà. Pour moi, c'est ça les réponses qu'il peut y avoir sur ce sujet. Non, mais c'est un sujet super important, et puis pardon. C'est vrai que là, on a la 5G qui concrètement qu'on va se retrouver avec, sur un foyer, mettons, à peu près basique, avec 3 ou 4 appareils minimum, si chacun a plus ou moins un téléphone connecté en 5G, une ou deux tablettes connectées alternativement Wi-Fi en 5G, potentiellement un ou deux autres appareils qui sont aussi connectés, la box qui émet du Wi-Fi, les 15 box des voisins qui émettent du Wi-Fi, et les 15 x 3 téléphones portables en 5G des voisins qui... et ainsi de suite. On se met dans des espèces de superposition d'ondes dans tous les sens, avec deux problèmes. Un basique qui est que bon, ça fait des interférences et que de toute façon c'est pas génial pour la qualité de l'accès à Internet, mais surtout une inconnue sur la santé. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quel est l'impact à long terme de cette exposition permanente de centaines de millions de gens dans le monde entier à des ondes. Bon, alors, si c'était hyper dangereux, on verrait tout de suite les effets, mais il y a peut-être des effets un peu pervers qu'on ne connaît pas à moyen terme et à long terme, et dont on s'apercevra par la force des choses au bout de 20-30 ans d'utilisation. Il y a des études là-dessus, on a le sentiment souvent que, à juste titre d'ailleurs, que l'industrie est très partie prenante de ça, parce que évidemment toute l'industrie des télécoms, etc., ne souhaite pas tellement que ce débat soit ouvert plus que ça, mais bon, il reste quand même posé. Il va se renforcer avec la 5G. On a vu la façon dont les gens ont accueilli pour certains le Linky, qui émet pas grand-chose en termes d'ondes, par ailleurs, c'est pas plus méchant que 2-3 téléphones dans une maison, mais ça a créé beaucoup de problèmes. Est-ce que le futur, c'est effectivement pas des solutions où on dit la connectivité, on en a besoin. Ça, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Et bon, mais quand même, grosso modo, une très grande majorité, disons 95% des gens vont être OK pour dire on a besoin de se connecter. Et du coup, on organise la ville de façon à ce qu'elle soit connectée globalement. Mais qui permet de répondre quand même à tout un tas de questions qui sont des questions à la fois économiques, parce que mine de rien ça coûte cher d'être connecté sur plusieurs appareils, plusieurs abonnements, etc. Et puis sanitaire aussi, puisque du coup probablement il vaut mieux un seul réseau Wi-Fi, si je caricature à mort, mais un seul réseau Wi-Fi et fibre optique doublée de Wi-Fi grosso modo pour avoir une connectivité globale sur la ville, que d'avoir les milliers de réseaux Wi-Fi, voire les millions qu'il y a, plus tous les millions de lignes 5G, plus tous les millions de lignes 4G, plus tous les millions de trucs, de machins, etc. Ah oui, non, exactement. C'est un peu le sens de ce que je disais. Oui, on a deux options malheureusement qui sont pas prioritaires aujourd'hui. Enfin, ça, juste pour préciser, c'est totalement utopique aujourd'hui. Pour le coup, aller vers un futur comme ça, moi, j'y crois pas une seconde pour l'instant. Non, je pense que ce qui est réalisable à l'échelle de la ville de Marseille, c'est un Wi-Fi public, gratuit, de qualité, qui soit réparti de façon intelligente, pour permettre à toute la population marseillaise de se connecter, disons, sur une base quotidienne, sans difficulté. Ensuite, le débit, est-ce que ça permettra de regarder Netflix ? Est-ce que ça permettra de
de faire du live Facebook ou autre, je sais pas. Je pense pas que ce soit forcément les usages qu'on veuille provoquer. Mais c'est une vraie option pour moi qui est sur la table. Sans parler des usages, parce que déjà, évoluer sur le terrain de la connectivité, ça va être compliqué. Si en plus tu dis à tout le monde qu'il faut oublier Netflix, oublier Facebook Live, etc., c'est encore un autre sujet. Non, mais si tu dis à tout le monde, vous avez un Wi-Fi gratuit, vous pouvez l'utiliser, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, oui, ça vous permet d'accéder à un certain nombre de services, mais si vous voulez voir des films, ce sera peut-être pas forcément la meilleure option. Je pense que tout le monde l'entendra. Ça n'empêche évidemment pas le parc privé d'être équipé, et évidemment les téléphones portables où les gens regardent ça. Et ça, pour moi, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est pareil pour les data centers. Je suis pas rentré dans le débat, j'en ai dit un mot tout à l'heure, dans la tribune de l'Internet aujourd'hui dans le monde, telle la façon, les grandes tendances. La grande tendance, c'est on est aujourd'hui à un peu plus de 60% sur la vidéo d'utilisation de la bande passante, on va aller vers 80%. A priori, c'est ce qui est en train de se passer. Donc ça veut dire qu'on a des usages aujourd'hui qui dépassent largement Marseille. Donc ce qui se passe, les data centers, le fait qu'ils vont continuer à grandir, a priori, sauf à moins de faire, on n'en est pas en capacité, on n'a pas le droit de les bannir, c'est quelque chose qui va continuer à grandir. Après, pour transformer les usages à plus grande échelle, ça demanderait des accords très importants pour réduire la qualité des vidéos. On a vu que c'était possible, on l'a vu pendant le confinement. On peut demander aux opérateurs, on peut demander aux plateformes de réduire un petit peu la qualité des vidéos pour permettre à tout le monde de télétravailler. Donc en quelque sorte prioriser des usages pour éviter le congestionnement du réseau. Alors on pourrait le faire aussi pour des raisons énergétiques. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Il faut le faire comprendre. Après, c'est vrai que si vous avez des contraintes de réseau, vous n'allez pas utiliser Internet de la même façon. Vous n'allez peut-être pas regarder des films dans le bus, mais vous allez faire autre chose. Voilà, c'est vrai que et est-ce que c'est une question légitime. Est-ce qu'on a envie de privilégier le fait que les gens puissent regarder quand ils sont en mobilité. Donc c'est ça la 5G aussi. Est-ce qu'ils puissent avoir accès à des vidéos en haute définition, Est-ce que c'est pas plus important qu'ils puissent, quand ils sont tranquillement chez eux, qui prennent le temps de regarder un film en haute définition? Est-ce que ça vaut... Voilà, ça c'est des questions qui me semblent importantes, mais par rapport à la 5G, pour revenir là-dessus, on sait aujourd'hui, la FNE, la Fondation nationale pour l'environnement, a dit qu'il y avait à peu près 5% d'électrosensibles dans la population, ce qui est énorme déjà. Donc ce qui veut dire que rajouter des ondes va ne faire qu'amplifier en fait. Mais c'est énorme. Électrosensible, ça veut dire qu'ils ressentent des effets, soit en termes d'acouphènes, de plaques rouges sur le corps. Ça peut être plein de choses en fait. Électrosensible, c'est une définition. Ça veut dire qu'on est sensible à l'exposition à des ondes et que ça se traduit par des symptômes corporels. En tout cas, voilà, il y a des chiffres qui quand même continuent de grandir. Donc ça veut dire que pour moi, il doit y avoir un principe de précaution. Et sur la 5G, par exemple, je conçois, je pense qu'il faut, plutôt que de effectivement remplacer l'ensemble du parc, etc., peut-être que ce serait de prioriser des usages où c'est vraiment nécessaire. Ça me semblerait, si on veut faire de la voiture autonome, pourquoi pas. Sur une autoroute, on dédie une voie à la voiture autonome. Oui, on l'équipe en 5G. Et on l'équipe en 5G pour que ça fonctionne. De toute façon... C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de nuisances, je veux dire, ça en rajoute encore aux mêmes endroits, mais bon. Non, mais c'est vrai que, disons que c'est la première fois, je pense qu'avec cette histoire de 5G, que ça fait émerger un débat qui est assez large maintenant dans les médias, dans la population, ce qu'on avait moins avec la 4G qui était restée plus dans une contestation assez écologiste et qui était resté dans le précaré un peu écologiste. Là, sur la 5G, ça va un cran plus loin. Avec aussi des trucs complètement délirants qu'on a vu pendant le Covid et tout. Des trucs, des mecs je sais pas, il y avait des espèces de légendes urbaines là, comme quoi tu pouvais attraper le Covid avec la 5G. J'ai pas creusé, moi j'aime bien les complots, les conneries comme ça sur Internet, j'adore. Mais celui-là, il m'a pas, tu vois, je dis, tiens, ça c'est vraiment chelou ça. J'ai pas creusé celui-là.
Non, je vais pas parler de ce complot-là, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aujourd'hui une guerre, une espèce de guerre froide des télécommunications à l'échelle mondiale, et qui vient en partie de la Chine, enfin en tout cas de l'activité, c'est là où il y a une similarité, mais ça s'arrête vraiment là, c'est-à-dire que les technologies 5G, aujourd'hui, la Chine a vraiment une longueur d'avance notamment sur les États-Unis, et donc il y a le débat, il fait rage sur toute la planète à l'heure actuelle. Surtout là où il y a une tradition de souveraineté numérique. La France a une tradition d'avoir eu un système, système Minitel, des choses comme ça. En tout cas, une prétention à la souveraineté numérique qu'elle a jamais vraiment, s'est jamais vraiment traduite par des groupes ou par. Ouais, elle n'a jamais vraiment assumé Qu'elle a jamais assumé, mais je veux dire, aujourd'hui au Brésil, vous avez un débat qui fait rage autour de la 5G. On en avait une, effectivement, avec. Mais bon, c'est la politique de Gaulle, grosso modo, oui. maréchal de France et compagnie. Bon, qui aboutit au PTT, regroupement de ce truc-là, et puis Minitel et toute l'aventure du Minitel, mais après, il n'y a plus rien. Bien sûr. Mais là, justement, il n'y a plus rien, mais il y a ce reste de on a abandonné notre souveraineté numérique. Et vous avez le même débat au Brésil actuellement, autour de la Chine qui veut installer des antennes 5G un peu partout dans le pays, autour de cette question. Et en France, c'est peut-être pour ça que ça s'est cristallisé aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de le père de le mythe de la souveraineté numérique, ou de la souveraineté tout court d'ailleurs, mais là qui se traduit sur l'occasion numérique par la 5G va être installée en France par Huawei. Et il y a eu cette espèce de réaction épidermique, et qui était une réaction aussi des industriels, et peut-être aussi des États-Unis d'ailleurs, parce que petite pression américaine sûrement quand même dans l'histoire. Donc et c'est pour ça qu'on en fait ces espèces d'atermoiements sur la présence de la Chine, puis font qu'aujourd'hui on sent une fragilité des pouvoirs publics sur la question de la 5G dans cette affaire, avec une précipitation aussi qui est liée à cette guerre mondiale des télécommunications, et qui n'est pas je veux dire, il y a une pression des industriels américains, les GAFAM y compris, sur les équipementiers chinois qui se jouent à l'échelle mondiale. Pour vous donner un exemple, il y a un câble extrêmement puissant là, qui va rejoindre la Californie et l'Asie, en passant par le Japon, qui devait arriver à Hong Kong, et il y a, depuis le mois de janvier dernier, il y a une controverse juridique parce que en gros il y a une team, la team Télécom, qui est entre la NSA et le Pentagone, enfin une petite équipe interdisciplinaire avec des juristes qui scrutent en permanence les contrats qui sont passés, notamment sur les infrastructures critiques, et ils ont dit bah non, à Hong Kong on refuse, en raison notamment de ce qui se passe politiquement, on refuse que le câble atterrisse là, donc finalement il ne va peut-être pas atterrir à Hong Kong mais à Taïwan, pour éviter que la Chine puisse contrôler le trafic qui va sortir à partir de Hong Kong. Et vous avez en fait cette question-là, elle se pose sur la 5G, et l'argument qui est avancé en France par les industriels, mais aussi par le gouvernement, c'est de dire on va retrouver la souveraineté, puisqu'on va contrôler davantage, qu'on aurait pu abandonner à la Chine, mais c'est pas le cas. Au Portugal, ils ont abandonné, en Espagne, enfin il y a des pays où il y a eu passé en Huawei. Pour rappel, 10% du PIB portugais appartient à la Chine aujourd'hui. Ah bon ? À peu près, ouais. Tu veux dire, je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus de capitaux et qui sont investis. Après, c'est pas forcément, on peut investir des capitaux sans prétendre à contrôler l'ensemble de l'économie, c'est pas forcément un problème. Mais... les États-Unis sont bien placés pour savoir que quand tu contrôles les infrastructures, tu as une forme de contrôle quand même assez aboutie. On n'y aurait pas eu Snowden et compagnie s'il n'y avait pas Cisco. Donc à un moment... ils sont particulièrement bien placés pour savoir quel problème ça peut poser si demain toute cette infra passe sous domination chinoise. Ça risque plus compliqué pour les Américains. Ouais. Oui, bien sûr. Et c'est là, moi je le vois beaucoup en Afrique, où c'est la guerre fait rage. Pour tous les plans nationaux de fibre optique, de ce qu'on appelle les backbones, c'est des câbles, en fait, les gros câbles qui permettent de relier les grandes villes et les points d'accès internationaux. Vous avez
ou d'autres entreprises chinoises qui se présentent, notamment en Éthiopie, au Cameroun, d'autres pays encore. Et la Chine et les États-Unis répliquent, mais alors pas directement comme ils le faisaient avant avec la Banque mondiale et des entreprises comme Cisco ou autres, mais ce sont surtout les GAFA maintenant qui investissent dans les réseaux, disons terrestres, ou d'autres innovations. C'est le cas au Libéria, c'est le cas en Centrafrique actuellement, ou dans d'autres pays et ils construisent un énorme câble. Facebook construit un énorme câble qui va faire tout le tour de l'Afrique. Ce sera qui passera d'ailleurs de partir à Marseille d'ailleurs, enfin qui sera relié à Marseille, et fera tout le tour de l'Afrique vers l'Asie. Des câbles privés quoi. Des câbles privés, des câbles. Les câbles étaient portés par des opérateurs de câbles et puis les différents acteurs type Amazon, Facebook achetaient de la capacité sur ce câble et aujourd'hui ils se dotent eux-mêmes de leur propre câble. C'est ça. Une sorte d'internet privé en fait. C'est ça, oui. Vous avez en fait ils sont en train de remplacer les opérateurs historiques de télécommunications. Ça s'est fait en plusieurs phases. Disons que les British Telecom ou France Télécom à l'époque ont investi beaucoup dans les câbles au début de l'industrie du câble, mais c'était surtout AT&T et puis tous ceux qui faisaient du trafic intercontinental dans les années 90. Et puis là, depuis une quinzaine d'années maintenant, il y a les GAFAM investissent de plus en plus, représentent plus de 50% de l'investissement dans le secteur des câbles sous-marins. Avec parfois maintenant des câbles. Au début, ils le faisaient effectivement sous forme de consortium avec d'autres acteurs, mais maintenant ils vont vers des câbles qui sont quasiment seuls. Ils sont propriétaires, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent plus. Il y avait ce principe avant qui disait que c'est ce qu'on appelle la neutralité du... Voilà, on pouvait passer par les câbles, n'importe quelle entreprise pouvait utiliser ces câbles, etc. Et on ne pouvait pas hiérarchiser ton trafic. On ne pouvait pas hiérarchiser ton trafic, mais aujourd'hui, Facebook pourra le faire. Et ça, c'est depuis cette fameuse loi qu'ils ont eu le droit de faire des câbles c'est pour contourner le... Non, c'est du fait par exemple Facebook fait 100 millions d'euros de profit par jour, de chiffre d'affaires par jour sur la publicité, donc c'est une capacité d'investissement qui est colossale. Et en fait, ils ont au début, ils étaient que sur la publicité, et puis maintenant ils commencent à attaquer d'autres secteurs. Donc ça a été les infrastructures, c'est les infrastructures en ce moment, beaucoup les câbles, mais aussi les réseaux filaires aussi, et ce sera demain l'éducation et d'autres secteurs où ils vont produire du contenu. C'est leur objectif, c'est un super état, hein. C'est de former une forme d'empire sur plusieurs continents. Alors évidemment les empires c'est jamais tout le temps, ça fluctue, donc ils vont avoir des boires, etc. Mais il y a quand même une tendance générale. Ouais, de toute façon, tu vois même, ne serait-ce qu'avec ce projet de Libra, quand tu commences à attaquer le secteur de la souveraineté monétaire, puisque Libra, c'est un projet de Facebook qui a été lancé il y a un peu plus d'un an, et qui est de créer une monnaie sur le modèle des bitcoins, avec une blockchain, je crois. Je suis quasiment sûr que c'est avec une blockchain. Et de créer une monnaie qu'on va pouvoir utiliser, bien entendu, sur Facebook, mais aussi sur tout un tas d'autres acteurs tiers. Et pour que ça soit Facebook, mais que ce soit pas trop Facebook, ils ont monté une espèce de fondation à côté qui s'appelle Libra Foundation. Et ils ont associé... le ticket d'entrée pour postuler au conglomérat, moi j'ai devais regarder les conditions. C'était, je crois qu'il fallait faire, je sais plus, il y avait un ticket d'entrée de, je crois, minimum de chiffre d'affaires de 100 millions de dollars par an, qui devait être fait en moins de 5 ans, je sais plus trop quoi, un truc très très orienté, start-up en grosse croissance. Ils ont monté un gros consortium, ils se sont pris des bâtons dans les roues quand même avec... la Fed et tout ça, et pas mal de... Donc le projet est un peu en stand-by, j'ai l'impression, mais quand tu as cette idée-là, que tu te dis, notre prochain développement, c'est créer une monnaie, c'est que tu es quand même dans des logiques qui sont ultra hégémoniques, compte tenu de la nature de ton business, c'est-à-dire où est-ce que tu vas une fois que tu as déjà toute la pub du monde, qu'est-ce que tu fais après? Oui, non, mais moi j'ai pu discuter avec... le responsable de la connectivité mondiale de Facebook, Global Connectivity Infrastructure, donc qui a été à l'origine... il s'appelle Robert Pepper, il était à l'origine... il a été au MIT dans les années 80 dans le laboratoire qui a créé la première connexion 56K. Et là, maintenant, il travaille pour Facebook pour acheter et
répandre des câbles dans le monde entier pour Facebook, donc des investissements stratégiques, avec l'idée que il faut connecter les milliards d'habitants qui restent à connecter, et que ça c'est la mission prioritaire de Mark Zuckerberg. Là je fais vraiment l'avocat, enfin pas l'avocat, mais je répète ce qui a été dit, non mais c'est intéressant, et avec l'idée de que en fait les objectifs du millénaire, enfin qui ont été énoncés par l'ONU, que en fait Facebook, je crois qu'il y a ça derrière, en fait, que Facebook prenne à sa charge, avec toute cette manne financière, ces objectifs du millénaire. Donc dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, et, de l'alimentation, en fait, etc., il n'y a plus de limite. Enfin, si, il y a une clarté dans le projet, c'est-à-dire c'est vraiment de faire en sorte que ces objectifs du millénaire soient atteints. Ensuite, ça passe par quoi ? Ça passe d'abord par la connectivité, c'est-à-dire le fait de connecter, notamment en Afrique, l'ensemble des habitants de la planète. Ça, c'est la vision de la direction de Facebook. Actuellement, c'est effectivement... Eux, ils s'inscrivent dans ce truc de... C'est quoi ? C'est les SDG, là, les Sustainable Development Goals. Ah, ok. Ouais, donc ça, c'est quelque chose qui a été fait par l'ONU, qui a défini 27 ou 30, ou je ne sais plus combien, SDGs, Sustainable Development Goals, qui sont ultra... consensuels, grosso modo, sur l'égalité entre les sexes, la pauvreté, l'accès aux soins, le fait de pouvoir ne pas être exploité quand on travaille, enfin des choses qui sont finalement un peu, disons, si tu dois schématiser le bien-être d'une société moderne plutôt occidentale, ça reste quand même très occidental comme vision, mais voilà, ce serait quoi les 30 trucs qui doivent être réalisés d'ici la fin du siècle, je crois, ou je sais plus, 2030 ou... Les objectifs, 2030, oui, enfin, je crois que c'est 2030, en français c'est Objectif de développement durable, je crois. Ouais. Voilà, enfin, en tout cas, il y a cette vision. Et donc eux, ils disent, ouais, ok, super, le plan on l'achète. Pour qu'il marche ce plan, il faut d'abord que la planète entière soit connectée. C'est ça, grosso modo. Voilà, non mais enfin, en tout cas, ils utilisent... Attends, je suis plus dans le... Non, je suis dans l'analyse. C'est super intéressant. Je suis dans l'analyse. Il y a plusieurs choses. Ce qui motive Facebook aujourd'hui, c'est pas Facebook seulement, c'est l'ensemble des GAFAM. Ce que je disais tout à l'heure sur la team télécom par rapport à la Chine, c'est il y a un partenariat clairement entre le gouvernement américain et les GAFAM pour être offensif au niveau des législations, des lobbyistes. On le voit à Bruxelles ou dans les pays africains, pour transformer le cadre juridique pour permettre plus facilement l'arrivée des plateformes. Donc ça, c'est une politique, on va dire, assez classique d'influence et qui se traduit actuellement au niveau des grandes organisations internationales. Colonialisme numérique. Oui, qui passe par la création de centres de recherche qui vont financés par Facebook, mais qui vont permettre d'influencer la législation du pays avec des think tanks, avec des conseillers, etc., qui ont beaucoup de moyens et qui vont aspirer progressivement, ce que j'ai vu au Brésil, les centres de recherche plus financés par les pays. Voilà. Ça, on pourrait le voir. Voilà, il y en a un petit peu partout sur la planète, mais avec certains pays peut-être où il y a plus d'utilisateurs. Le Brésil, c'est le deuxième pays au monde pour Facebook. Du coup, c'est là où ils ont beaucoup investi, mais vous en avez aussi en Inde, enfin un peu partout sur la planète. Facebook a aussi un rôle à jouer, qui est très important, parce qu'il y a aussi sur le contrôle des standards de l'Internet, qui se passe au niveau de l'Union internationale des télécommunications. Et subrepticement, la Chine a, depuis une dizaine d'années, réussi à prendre des positions de plus en plus importantes dans les différentes commissions. Énormément d'agences de l'ONU. Voilà, elles ont été délaissées par les États-Unis, et les Européens n'ayant pas pris le relais, la Chine a réussi et maintenant la définition des standards se fait là, et c'est clair que pour Facebook c'est des enjeux énormes, parce que c'est la capacité à se déployer rapidement dans un pays ou pas. Les standards, c'est quoi ? C'est des trucs type XML c'est tout ce qui va définir est-ce que c'est qu'un email, est-ce que c'est les différentes
comment dire, en fonction des différents contenus qu'on fait passer sur un réseau de télécommunications, quels sont les standards pour que ça arrive d'un point A à un point B. Et donc, IPv64, voilà, vous avez plein de. Historiquement, c'est plutôt les États-Unis, le département du commerce, qui avait été à l'origine de cette architecture, mais actuellement, il y a disons, une menace, et donc Facebook investit du coup massivement dans les infrastructures pour essayer de gagner du terrain au niveau, disons, de l'infrastructure physique. Ouais. Ouais, c'est intéressant de prendre du recul, de voir ça sur les mouvements stratégiques mondiaux qui sont derrière des trucs très concrets quand ça tombe sur la 5G à côté de chez toi, quoi. Mais c'est ça. Derrière, des manœuvres à l'échelle mondiale qui sont des terrains de jeu en plus hyper rémunérateurs et gigantesques, quoi. Oui, et Marseille, justement, est et depuis quelques années devenu au cœur du jeu sans le savoir, en fait. C'est-à-dire que ça s'est vu maintenant de plus en plus dans la presse, hein. Il y a eu quand même des choses qui ont été dites, mais c'est vrai que on a l'impression que ça s'est fait d'un seul coup. On se rend compte qu'il y a maintenant cette entreprise qui est une entreprise du CAC 40, hein. Je veux dire, qu'elle n'est pas au CAC 40, mais qui est une entreprise qui en taille pourrait très bien y être, et qui d'ailleurs vient d'être achetée par un groupe américain. C'était une entreprise néerlandaise d'Interaction. Donc je parle après d'Interaction, mais derrière, c'est 130 opérateurs de télécommunications, dont certains pèsent jusqu'à 300 millions d'utilisateurs, notamment des Indiens. Et la question qui se pose, c'est vrai que par rapport à ce jeu mondial avec des investissements, des capacités financières énormes, etc., qu'est-ce qu'une ville peut faire pour... il ne s'agit pas de jouer d'égal à égal, mais en tout cas de comprendre un peu les règles du jeu pour essayer de se positionner et à sa mesure, hein, de changer aussi la façon dont les choses se passent, en transformant peut-être la façon dont Internet est déployé, en travaillant sur les usages aussi d'Internet à Marseille, et aussi en portant une voix peut-être dans les instances internationales, justement, la voix des villes, hein, parce qu'il y a des réseaux, il y a beaucoup de réseaux de villes connectés aujourd'hui, on en parle beaucoup, Paris a été pionnière, mais il y a des... autour de qu'est-ce que les villes, quel rôle peuvent jouer les villes dans la gouvernance de l'Internet aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant, ouais. Et puis c'est vrai que à partir du moment où il y a ça dans une ville, la ville est légitime à poser la question de quel va être le développement de cette entreprise sur le territoire compte tenu de son emprise foncière et énergétique, parce que là on dépasse vraiment ce qui existe pour des entreprises plus classiques. On est vraiment sur des installations industrielles lourdes finalement. Même si ça ne pollue pas comme un terminal pétrolier ou des trucs comme ça, ça tu le vois de loin, mais là on ne voit pas, mais tu as un vrai impact et ça prend de la place. Donc la ville peut dire, bon les gars, ok, mais nous voilà comment on voit les choses sur les 30 prochaines années. Donc ça veut dire, sur l'énergie on se met d'accord, on monte un truc et puis vous achetez l'électricité ici. Ça met pas aussi en danger la capacité électrique de Marseille, parce que tu vois, il y a des arbitrages qui peuvent être faits demain sur une tension électrique. Comment ils vont arbitrer les fournisseurs d'électricité? J'imagine que le gars, il a un contrat en béton armé et que c'est le dernier mec à être coupé à Marseille, sûrement, s'il n'y a plus d'électricité. Oui, mais... Je pense, tu vois, où il est coupé, s'il est coupé, ceux d'après, c'est la gendarmerie et la police, quoi. Oui, mais justement, sur ce point, je peux vous faire référence... Il ne faudrait pas qu'on devienne comme un pays comme le Cameroun. Vous savez peut-être qu'il y a eu... On se tutoie, hein, Félix. Oui, vous savez, je m'adresse aussi aux auditeurs. Mais tu sais que ça devient... Non, mais c'est vrai que ça devient tellement sérieux que... Non, mais en fait, moi, quand j'ai fait mon étude au Cameroun, j'ai entendu parler et je suis passé devant la centrale électrique DDA. C'est celle qui fait de l'aluminium, un petit peu comme ce qu'on fait à... ça vient de l'alumine qui vient de Guinée, qui est transformé en Cameroun depuis les années 50 au moins, et aussi à Gardanne, hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un lien quand même un petit peu
direct. Et la centrale de DDA, en fait, régulièrement, en fait, avec l'ONG Internet sans frontières, dont je fais partie, là, il y avait eu un projet là-dessus sur les coupures d'électricité dans cette région, la Sanaga maritime, enfin la région où il y a cette rivière qui coule près de la centrale, parce que en fait, les coupures sont liées au pic d'activité de l'usine. Donc effectivement, c'est des choses qui sont qu'on a pu voir dans d'autres endroits du monde, dans d'autres époques, mais enfin toujours actuelles finalement, parce que la centrale est toujours en activité et les coupures sont toujours là. D'actualité. Donc c'est vrai il faut se poser des questions maintenant, parce que sinon, peut-être que moi je ne remets pas du tout en cause les intentions ou la bonne foi des industriels qui s'installent pour... c'est pas du tout ça. Mais simplement, il y a ce risque-là qu'il faut prévenir, et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir une maîtrise sur les capacités de production. Mais de toute façon, c'est logique et c'est classique. C'est l'équivalent d'un Céveso pour l'énergie. T'as un truc qui est super explosif qui peut te raser la moitié de la ville à côté d'une ville, il y a un plan Céveso, c'est pas pour rien. Bon, alors des fois, peut-être qu'il marche pas très bien les plans Céveso, mais c'est une autre question. Mais il faudrait qu'il y ait l'équivalent. Enfin, c'est normal que la ville et même la préfecture, devrait s'inquiéter de ça, de dire les gars, ils sont déjà 100 000 habitants équivalent en consommation. Vu la progression du trafic, du machin, demain ils vont être à combien? Ils vont être à un quart de la production de la ville, de la besoin d'énergie de la ville. Si c'est ça, c'est pas possible. Il faut absolument gérer le truc de manière spécifique. Voilà, dire ok, cette industrie, nous, il n'y a aucun problème pour l'accueillir, on est d'accord, super, merci beaucoup. Par contre, comment on fait pour l'électricité, quoi? Je sais pas, c'est comme si tu as une usine qui s'installe à côté d'un endroit et qui te prennent la moitié de ta flotte. Tu vas forcément discuter avec eux. Bon, donc ça c'est, moi je trouve que c'est bien d'attirer l'attention là-dessus, et que en plus c'est un sujet qui est pas super compliqué à résoudre. Il faut discuter, il faut se mettre d'accord, se mettre autour de la table, et puis voilà, et puis après voir ce que ça peut donner sur d'autres sujets comme le Wi-Fi, et aussi le développement économique, parce que j'imagine qu'il y a aussi d'autres métiers qu'on pourrait développer, et peut-être on le fait pas assez parce qu'on n'a pas assez conscience que ce truc-là existe à côté de chez nous, quoi. Oui, alors là, tout à fait. Justement, c'est, encore une fois, il y a des acteurs qui ont parfaitement conscience de ce qui se passe. Et c'est par exemple Disney+, qui s'installe à Marseille, parce que ça va leur permettre de mieux répondre, disons, aux exigences de leurs clients sur toute l'Europe. La question qui se pose, c'est si Disney+ s'installe ici, et pourquoi il n'y aurait pas demain un Disney, un Marseille+, ou... alors, je veux dire, ce serait peut-être pas Disney, mais je veux dire, ce serait en tout cas une production audiovisuelle. Il y en a un secteur qui est en pleine croissance à Marseille, qui pourrait passer à une échelle supérieure, c'est-à-dire offrir des capacités de production de films à l'échelle, moi je dirais même mondiale. Peut-être commencer, c'est certainement déjà le cas, mais il y a des productions régionales ou à l'échelle européenne, ou même déjà internationale. Tu sais que, regarde juste, Jul, il est dans les 10 morceaux les plus téléchargés du monde avec son dernier truc. Il est devant Beyoncé, machin. C'est un truc de dingue. Non, mais... Voilà, et le mieux, Jul. Franchement, le mec, moi j'adore. Je trouve ça énorme. Sa vidéo, c'est dans les 10 plus regardés du monde. T'imagines quand même 150 millions, je sais pas combien. Et à la fin de la vidéo, le mec, il met ses sponsors, il met, et t'as 2 loueurs de bagnoles assez improbables, tu vois, de Marseille, des mecs qui louent des caisses, et une boucherie d'Aubagne, tu vois. Je trouve ça génial. Je trouve ça juste génial. C'est le mec, c'est des mecs avec qui il doit bosser, c'est des potes, tu vois, des mecs qu'il aime bien, ou qui lui... il a un petit deal peut-être de merguez avec le gars, tu vois, j'en sais rien pour sa prod, ou de location de bagnole, je sais pas. Mais 150 millions de vues, t'as une boucherie à Aubagne et 2 loueurs à Marseille, je trouve ça fascinant. Non, mais moi je pense qu'il y a une énergie, une créativité à Marseille qui est pas nouvelle, d'ailleurs, mais qui gagnerait à se professionnaliser encore davantage avec des plateformes de production. Je pense que en plus dans ces quartiers, il y a besoin d'avoir des investissements pour des équipements qui permettent de rayonner, quoi, et que justement que demain ce soit effectivement
toutes ces petites entreprises dont tu viens de parler qui soient partie prenante d'une histoire commune. Et c'est ça qui est important. Enfin, c'est là où c'est pas simplement de la capacité, de l'énergie, etc. Qui est en jeu, de la data. C'est pour moi la capacité des Marseillais à rentrer dans une histoire qui doit être, enfin, qui est aussi la leur, mais pour l'instant ils arrivent par la bande effectivement, alors qu'ils devraient y arriver de plein pied et dire voilà nous ce qu'on veut dire au monde à travers nos productions, nos créations, ce qu'on fait à Marseille, quoi. Ouais, mais parce qu'on le voit pas. Les bateaux, tu les vois. Les données, tu vois rien du tout. Et interaction, si tu sais pas où c'est, tu sais pas que ça existe. Ouais, ça. Oui. Moi, cette discrétion, elle fait partie du modèle, en fait. Elle fait partie du modèle économique. Tu vois, tu parlais de la prod, là, regarde, j'ai un copain qui a une boîte de prod à Marseille qui s'appelle Planète Rouge. Et là, il est en train d'investir dans un truc de malade mental. C'est une espèce de mur de panneaux de LED, des sortes de téloches LED, en fait, pour pouvoir faire des effets spéciaux, mais en temps réel. C'est-à-dire, au lieu de filmer derrière un fond vert et ensuite de faire les incrustations avec, tu vois, je sais pas quoi, un truc de l'espace ou j'en sais rien, là, les prises sont tournées avec, derrière, le fond d'effets spéciaux. Et donc, c'est beaucoup plus immersif, les mouvements de caméra sont beaucoup plus naturels, etc. Et c'est un investissement qu'il est en train de faire, qui est un gros investissement. Qui va permettre, si tu veux, de passer ça, c'est un truc qui existe que aux États-Unis pour l'instant. Ça sera le premier studio comme ça en Europe. Donc, ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi, par exemple, Kevin Polizzi qui fait un truc remarquable. Ah oui, la plateforme. Remarquable avec la plateforme d'un aussi, côté. Mais, ça, c'est vraiment... Polizzi, je sais pas s'il est dans la plateforme. Non, c'est Cyril. Cyril. Mais Kevin Polizzi avec Jaguar Network. Oui. Voilà, qui est un des rares gars dans la région, qui a compris ce qui se passait et qui a monté un truc super bien, qui marche très très bien. Et je crois qu'ils ont aussi actuellement un développement autour de la santé avec un cloud santé spécialisé, tout ça. Bon, ça c'est top. Mais c'est vrai qu'on pourrait développer ce secteur-là assez facilement finalement. On a déjà, parce qu'on a déjà les compétences, il y a déjà des entrepreneurs, il y a des recrutements à faire. On sait identifier les gens. C'est pas compliqué de faire venir des gens à Marseille, même si ils habitent, tu vois, en Europe, aux États-Unis ou à Paris. Marseille, ça reste une destination quand même qui est cool pour n'importe qui dans le monde. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Après, tu fais bien, je pense, d'alerter sur le truc. C'est austère comme sujet. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas le truc. Non, mais il faut des mecs comme toi, si tu veux, parce que c'est un sujet. Bon, tu dis ok, ouais, les câbles, ok, data center. En plus, les mecs comprennent pas grand-chose. Ah, mais je vais te donner une petite anecdote. Par rapport à ce que tu viens de dire sur la capacité de production d'images. En gros, où il n'y a que là qu'on peut les faire, ou en tout cas on arrive à... En fait, c'est l'histoire de Marseille. L'histoire de Marseille, c'est pas seulement une situation géographique, c'est une inventivité, une capacité à être innovant sur la transformation des voitures, enfin dans l'histoire, je veux dire, là, quand la ville s'est vraiment développée, sur les savonneries, sur la chimie, il y a eu des moments de créativité et d'entrepreneuriat vraiment, et ça s'est couplé avec une machine monde qui était en train de se transformer. Le cinéma. Et le cinéma justement, oui, bien sûr que dans les années 20, dans les années 30, enfin, il y avait à Marseille, c'était le Roissy Charles de Gaulle des bateaux de transport, et il y avait des escales et les gens venaient aller au cinéma. Enfin, il y avait vraiment une vie, et aujourd'hui c'est vrai que c'est la data, c'est vrai que c'est austère, c'est vrai que c'est juste de la lumière qui passe dans des fils, et en fait on la voit même pas. C'est ça le paradoxe, mais c'est ce qui nous permet de communiquer, mais c'est le cinéma qui peut, enfin pour moi qui peut être effectivement pour le renouveau ou la musique, et je voulais juste par rapport au câble, le caractère austère effectivement de ce sujet. Moi je me suis rendu compte de plein de choses, mais par exemple la Nouvelle-Zélande, au moment du tournage du film, avant le tournage du film, donc Le Seigneur des Anneaux, que beaucoup de gens ont vu, vu les capacités qu'il fallait pour transmettre les images de la Nouvelle-Zélande jusqu'à Londres, il y a eu... oui, parce que le montage se faisait à Londres. Ouais, il y a eu la création d'un câble sous-marin. Enfin, ils ont investi, ils ont participé dans l'histoire de ce câble entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Donc c'était... C'est une idée de Jackson, j'imagine. C'est parce que voilà, c'est un câble sous-marin. Il faut savoir que c'est, on va dire, 600 millions d'euros en moyenne. Il
il y a pas mal d'années, c'est vrai que c'était pas à la hauteur de. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pouvaient pas se le permettre, mais aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que les GAFAM 600 aussi. millions pour un État, c'est pas un budget vraisemblable. Mais c'est pour ça qu'il y avait des consortiums avec 20 jusqu'à une vingtaine de participants. Aujourd'hui, vous pouvez avoir Facebook, pour lui, 600 millions, c'est en 6 jours. Ouais, c'est 6 jours de boulot. Enfin, 2, ouais. Voilà, donc d'extraction. Et donc en tout cas, voilà, c'est vrai que Marseille, pour ça, il y a ce point-là, le cinéma. Et moi, je voyais aussi un autre domaine prometteur qui est plutôt lié à l'histoire récente, le fait que Aix-Marseille Université soit devenue la plus grande université francophone du monde. Et l'histoire récente du confinement, et moi j'enseigne en ce moment à Sciences Po Toulouse, et je le fais entièrement à distance. Le fait que ça va peut-être se généraliser, que le Covid disparaisse ou pas, et que ça va devenir une part très importante de l'enseignement qui se fera à distance désormais. Donc pourquoi ne pas créer aussi, ou en tout cas voir comment faire un campus numérique tourné vers l'Afrique, tourné vers le monde, hein, mais surtout vers l'Afrique francophone, qui est très important, enfin, qui représente... je pense vraiment des possibilités de partenariat énormes au niveau universitaire à Marseille, et de faire un campus où on puisse suivre des cours de façon que ce soit agréable de suivre des cours en ligne ou sur un écran, et qu'on puisse faire des partenariats avec d'autres universités du monde sur ce modèle, en profitant de la présence, le fait qu'on aura une des meilleures connectivités du monde pour le faire. Voilà, donc ça c'est une autre idée, peut-être plus long terme, mais derrière cette idée, c'est une transformation. Il y a aussi toute la plus polémique, mais toutes les métiers de la finance aussi, sur lesquels il y a des besoins qui sont importants de connectivité. J'ai des petites anecdotes, oui. Oui, là-dessus, historiquement, le premier câble de l'histoire de l'humanité, c'était, câble, je veux dire sous-marin, c'était Londres-Paris, pour relier les deux bourses. Ah oui. En 1848 de mémoire. Ou 1851, enfin bon. Et ensuite, ça a été l'Atlantique, etc. Donc il y a toujours eu. Et ensuite, Reuters, qui était, s'occupait de... en fait, c'est un peu ce que fait Facebook aujourd'hui, en plus petit, mais ils s'occupaient de distribuer les dépêches dans toute l'Angleterre et au Royaume-Uni, et ils se sont développés dans tout ce qui était avec l'expansion coloniale. Ils ont fait la couverture. C'est eux qui ont en fait investi dans les câbles Reuters. En fait, ils investissaient dans les câbles sous-marins, et c'est devenu Reuters. Parce qu'en fait, leur force, c'était d'avoir des points de présence dans beaucoup de pays dans le monde et de fournir une infrastructure et une information fiable en temps réel, quasiment, avec le télégraphe, aux journaux spécialisés de la finance, notamment économique, basés à Londres et Paris. C'est ça l'histoire en fait, des câbles sous-marins. Ça date du début de la mondialisation, on va dire. La mondialisation financière, c'est-à-dire qu'on va distribuer des outils de finance pour financiariser l'économie, avec un système d'information qui va avec. Et aujourd'hui, en fait, ce système-là ne fait que s'étendre, sauf qu'il va de plus en plus loin. C'est-à-dire à l'époque, c'était peut-être que les stocks disponibles à tel endroit dans le monde par rapport à telle demande à tel endroit. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que veulent chaque individu à la microseconde près, quels sont leurs états mentaux, et voilà. C'est ça qu'aujourd'hui on est en train de financiariser, c'est-à-dire de numériser, enfin d'avoir des informations qu'on va ensuite financiariser. Ouais, on va arbitrer sur des informations comme ça pour gagner de l'argent. Et cette milliseconde, elle se joue aujourd'hui. Il y a une course contre la montre pour essayer de coller au plus près des besoins des habitants de la population. Mais il y a aussi une course contre la montre des équipementiers, enfin des câbles sous-marins, enfin des gens qui investissent dans les câbles sous-marins, du côté des financiers. Et pour avoir, en fait, à la microseconde près, ils sont capables de construire aujourd'hui des infrastructures, et ils le font. Par exemple, il y en a une un câble entre New York, São Paulo et l'Afrique du Sud, qui est uniquement dédié à la finance, et pour pouvoir être les plus rapides sur les marchés financiers par rapport aux voisins. Donc là, c'est pas une question de vitesse de calcul, c'est une question de vitesse de circulation, de transmission du signal dans les câbles. Donc ça, effectivement, et Marseille, il y a une petite anecdote croustillante, c'est qu'après le Brexit, il y a eu un magnat indien qui a investi dans les câbles sous-marins également, qui a annoncé la création du câble Brexit 1, qui n'irait plus à Londres, mais à Marseille.
Donc la question qui se pose effectivement, c'est Asie, Marseille. oui, voilà. Et il y en a plein en fait qui depuis, enfin, ça a effectivement été suivi. Qui remonterait pas jusqu'à Londres. Voilà. Et l'idée c'est que derrière, il y avait un peu de provocation, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas totalement faux parce qu'il faut savoir qu'on a un lien. En fait, si vous arrivez à Marseille, vous arrivez aussi à Francfort. Parce on est dans un système ce qu'on appelle la colocation, c'est-à-dire que il y a un partenariat entre le point d'interconnexion de Francfort et le point de Marseille. Donc, et le Francfort, c'est une place financière qui a vocation à récupérer une grosse partie de ce qu'il y avait à la City. Donc en fait, quand il dit ça, il dit pas n'importe quoi. Il dit je vais me connecter directement à Francfort et je l'annonce, et du coup tout le monde s'aligne. Et la question qui va se poser, c'est est-ce qu'à Marseille, il va y avoir de l'activité financière, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir des entreprises qui font de la finance, qui vont s'installer. Ça, c'est pas du tout démontré. Aujourd'hui, généralement, quand on investit, on met des câbles sous-marins ou des data centers dans une ville, ça a été le cas à Copenhague, ou même si c'est en grand nombre, si elle n'a pas une tradition d'être une place financière, ça ne va pas générer automatiquement. Ça ne va pas forcément générer, parce que il suffit ensuite de tracer un câble direct comme à Francfort, et t'as l'info quasiment. Et c'est à Francfort que ça va continuer à prospérer. Mais on ne sait pas si il n'y aura pas des entreprises qui s'installeront autour de la finance. Ça, c'est un point d'interrogation. Ceci dit, j'avais lu un truc, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, que Marseille était une place financière plus importante que Paris. Oui, à cause des échanges coloniaux. Mais c'est cet héritage-là dont on parle, en fait. Enfin, c'est un héritage situation géographique. Alors, est-ce que c'était le plus grand ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était une vraie place financière importante en Europe. Oui, je pense peut-être la place, pour les échanges. Tu devais avoir nécessairement tout le commerce avec les colonies en réalité. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais là, on assiste de ce point de vue-là. Marseille renoue avec une histoire. La question, c'est quelle histoire et la question, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce qu'il faut combattre comme mauvais effets, parce qu'il y a forcément des effets pervers dans ce qui est en train de se passer, il faut les identifier. Et qu'est-ce qui est au contraire une opportunité qui peut nous permettre de voir l'avenir différemment et de proposer aussi au reste du monde une conception de la gouvernance de données, de l'internet, et aussi c'est ça qui me tient à cœur. Et pour ça, il faut que les Marseillais s'approprient cette histoire, comprennent, parce qu'il y a une grande aliénation. Tout le monde doit le comprendre. Oui. Franchement, c'est un truc mondial. Oui, mais c'est un cas spécifique à Marseille pour qu'on puisse en profiter à Marseille, mais j'ai envie de dire c'est presque dérisoire par rapport à l'enjeu. Oui, on pourrait répliquer ce que j'ai écrit pour d'autres villes, bien sûr. Surtout, et puis de comprendre. Les gens on commence à comprendre, mais ça met du temps, mais que on s'est tellement habitué à utiliser Google, Gmail, Facebook et ainsi de suite, sans jamais sortir un centime. Sans évidemment jamais lire les conditions générales qui font 4 km de long et que tu dis ok j'ai lu, j'accepte, pas de souci. Sauf qu'en réalité, pourquoi c'est gratuit ? C'est juste parce que c'est toi le produit. Il y a un adage comme ça sur internet, si c'est gratuit c'est toi le produit. Pour le coup c'est extrêmement vrai et ces acteurs te fournissent un service XYZ, Facebook, Gmail ou peu importe. En échange, ils scannent l'intégralité de ce que tu racontes, ils construisent des profils à partir de tes données personnelles pour revendre ça à Coca-Cola, McDo, peu importe. Bon, après, tu peux te dire, ok, so what, qu'est-ce qui se passe mais tu peux te dire aussi, est-ce que je souhaite vraiment que l'intégralité de mes données serve à enrichir une espèce de milliardaire illuminé dans la Silicon Valley ou est-ce que je préfère pas payer 3 euros, 5 euros, 10 euros par mois pour avoir des services numériques qui sont confidentiels et sur lesquels je sais que personne va utiliser ça pour essayer de me refiler des couches pour bébé, du coca ou une bagnole, quoi. Et ça, c'est un débat qui commence à émerger, qui va d'autant plus émerger, à mon avis, qu'on va se retrouver dans des situations compliquées avec des Facebook et autres, du type ce qui s'est passé il y a une semaine aux États-Unis, où il y a un article qui est sorti sur Biden dans un canard tabloïd, New York Post, je crois, qui, grosso modo, l'histoire, c'est la famille Biden aurait laissé un ordi à réparer chez un réparateur d'ordi.
serait jamais venu le récupérer. Le mec a fini par regarder ce qu'il y avait dans le disque dur, trouver des échanges de mails qui seraient compromettants entre Biden et des Ukrainiens. Et du coup, le FBI est intervenu, ou j'en sais rien, ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, une histoire comme ça. Ou je sais pas si c'est l'FBI, je me souviens plus. Bon, où ils ont filé un journaliste ou un truc comme ça. Et ça s'est retrouvé dans une New York Post en disant l'affaire Biden-Ukraine n'est peut-être pas complètement fausse. Voilà ce qui s'est retrouvé. Bon, ça c'est la presse, c'est en pleine campagne. La presse a un truc comme ça, c'est normal qu'elle le sorte. La presse, elle fait son boulot, il y a une info, elle sort l'info. Après, est-ce que cette info est manipulée ou pas, etc. C'est un autre débat, et peut-être qu'il y aura une enquête qui montrera que c'est un coup, j'en sais rien. Toujours est-il que cette info sort, et que pour la première fois dans l'histoire, tu ne pouvais pas partager ce truc sur Facebook. C'est-à-dire qu'ils avaient codé en dur dans Facebook le fait que cette URL, tu ne peux pas la poster. Et quand tu essaies de poster cette URL, ça te mettait une erreur, et une erreur était devenue, vous ne pouvez pas poster ce truc. Pareil sur Twitter. C'est un précédent sans précédent, j'ai envie de dire, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que pour la première fois, ces médias sociaux disent il y a des choses qui peuvent être sur nos réseaux et des choses qui ne peuvent pas être sur nos réseaux dans le cadre d'une campagne électorale avec évidemment tous les excès qu'on peut connaître dans ces cas-là, et encore plus aux États-Unis où bon, les mecs, franchement, des fois tu te demandes où ils sont partis. Mais c'est un précédent, moi je trouve hyper important, et qui peut commencer aussi à faire réfléchir des gens sur le fait de dire mais attends, qui est-ce qui décide de ce que je dois lire ? C'est Mark Zuckerberg qui va décider de ce que je dois lire ? Ou c'est moi qui décide ? Est-ce que je fais confiance au New York Post ou pas ? Est-ce que je suis suffisamment adulte ou éclairé ou peu importe pour me faire ma propre opinion en lisant le papier ? Ou est-ce que je laisse le soin à Mark Zuckerberg et à ses copains de savoir ce que je dois lire ou pas lire ? Ça, c'est des questions qui sont cruciales. Et qui vont de fait augmenter à mon avis parce qu'ils sont coincés dans un modèle corporate où grosso modo le modèle corporate veut que pas trop de vagues, que ça fasse du buzz, même du sale buzz c'est pas très grave, mais il y a certains trucs où on veut pas trop de vagues et on fait en sorte qu'il y ait certaines opinions qui ressortent pas parce qu'elles sont plus polémiques que d'autres. Qu'on voit avec des annulations de comptes sur tout un tas de sujets. Bon. Ça, c'est un sujet compliqué, qui peut faire réfléchir les gens et qui peut se dire finalement, est-ce que je n'ai pas plus intérêt à payer un peu pour être sur une plateforme et puis je verrai ce que je fais et ce que je lis et c'est moi qui décide, quoi. Mais c'est pas un Chinois ou un milliardaire chinois ou un milliardaire américain qui va décider à ma place de ce que je dois lire ou pas lire. Ah non, mais c'est vrai que nous, en Europe, on a ce débat depuis quand même un certain temps. Bon, on peut ne pas le voir, mais c'est vrai que Facebook, je pense que oui, il y a plusieurs solutions. C'est sortir de la plateforme. Bon, c'est une des solutions. Ouais, c'est la solution. C'est parce que c'est vrai que il faut une alternative crédible si tu veux qu'ils puissent. Oui. Il faut une alternative parce que Facebook va pas. Enfin, là, en tout cas, on le voit. Ils ont des dans des pays, enfin en Afrique par exemple, les gens ne se connectent que par Facebook, et là ça devient très très problématique parce que ça peut avoir des conséquences type guerre civile, ou en tout cas le fait parce que la modération de contenu c'est quelque chose de nouveau. Enfin, je pense qu'ils l'ont toujours fait d'une façon ou d'une autre, mais que là en ce moment les effets disons de ces plateformes qui sont de plus en plus répandues dans le monde font que maintenant c'est une question qui peuvent plus s'en échapper, quoi. Et là on le voit bien en ce moment aux États-Unis, effectivement, sur le débat sur la présidentielle. Après, c'est pas très étonnant. Enfin, moi Facebook, si vous voulez, ça a été créé si tu veux, parce que ça a été créé dans le. En fait, ça a explosé grâce à la campagne Obama, en fait. C'est-à-dire que ouais, ils ont passé un cap, ils se sont servis de Facebook pour la campagne d'Obama, les démocrates, et dans l'équipe, dans l'équipe originelle de Facebook, il y avait un démocrate, voilà, qui était dans les statuts démocrates, voilà, et qui a utilisé cet outil notamment pour c'était dans l'Iowa pendant la primaire. Ouais, mais ça, d'accord, si tu veux. Mais autant tu as ça, bon, tu as toujours eu ça, parce que tu as toujours eu, par exemple, des médias de gauche.
Et tu sais que quand tu achètes le New York Times aux États-Unis, que tu n'achètes pas un journal de droite. Que quand tu achètes Valeurs Actuelles en France, tu n'achètes pas un journal de gauche. C'est des entreprises, ils éditent quelque chose et il y a un positionnement politique. Sauf que eux, ils produisent du contenu. Tu peux toujours aller contester le contenu du New York Times, de Libération, de Valeurs Actuelles, de peu importe. Tu peux toujours dire, attendez, vous êtes trompé, ça va pas, je suis pas d'accord. Bon. Là, le problème, c'est qu'on a une entreprise qui est, comme la plupart des entreprises de la tech d'ailleurs, démocrate bon teint. 95% de la tech est démocrate, sauf qu'ils ne produisent pas de contenu. Et du coup, de fait, s'ils se mettent à modérer d'un point de vue politique, ils vont forcément être dans une forme de censure, quoi qu'il arrive. Mais c'est pas la même chose qu'un journal de gauche qui ne va pas publier des opinions de droite. Mais c'est normal, c'est un journal de gauche. Qu'est-ce que on ne demande pas de... tu vois ce que je veux dire c'est pas la même chose. Tu peux pas, quand tu es une plateforme, tu peux pas... travailler de la même façon que quand tu es un média. C'est pas possible. Oui, non, mais ce que je voulais simplement dire, c'est que Facebook n'a jamais été neutre. Enfin, ils ont eu cette politique sur la liberté d'expression, etc., qui a permis, qui fait qu'aux élections et il y a le précédent des élections de 2016, je veux dire, où là, pour le coup, ils avaient été accusés de ne pas voir ou d'avoir laissé faire assez vigilant sur des activistes, enfin des opérations Cambridge Analytica, machin, ou pilotées par la Russie aussi pour favoriser certaines... Non, mais c'est pour ça qu'on est sur un point extrêmement sensible, et c'est sûr que tant qu'ils n'auront pas réussi à accepter de droit commun, c'est-à-dire le fait qu'il y a des lois dans les pays dans lesquels ils sont et que ces lois ils doivent s'y soumettre, parce que c'est ça l'enjeu, et tant qu'ils ne sortiront pas de cette idée que eux, quand ils rencontrent un problème, qu'est-ce qu'ils vont faire au lieu de s'en remettre aux autorités publiques et de voir s'ils peuvent le régler comme ça, ils embauchent une armada de lobbyistes pour modifier la loi pour que le problème n'existe plus. En fait, c'est ça qui se passe en ce moment. C'est pas con, ceci dit. Non, mais c'est pas con, mais c'est vraiment... avant, il y avait les entreprises qui faisaient des crimes environnementaux et qui achetaient des journalistes et essayaient effectivement de modifier la loi et qui, par exemple, provisionnaient, étouffer, etc. Eux, ils sont vraiment un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'ils sont... ils sont vraiment pour transformer le cadre juridique complètement à leur avantage. Et ça, c'est un vrai problème. C'est intéressant à regarder. Il y a un type de Facebook, du management de Facebook, qui a enregistré la conférence téléphonique hebdomadaire que fait Zuckerberg avec tous les employés de Facebook au moment où Elizabeth Warren, à ce moment-là aux États-Unis, fait une déclaration qui grosso modo consiste à dire qu'il va falloir réglementer l'activité de Facebook. Je ne sais plus ce que c'est le contexte, il y a une histoire derrière, je ne me souviens plus exactement. Mais grosso modo, elle dit ça. Il y a l'enregistrement de cette conversation téléphonique, de cette présentation hebdo de Zuckerberg, et c'est hyper intéressant, parce que c'est exactement ce que tu dis. Il dit, bon, voilà, la position de Warren, machin, ne nous va pas. Donc, voilà, comment on va faire pour faire en sorte que la loi ne soit pas défavorable à Facebook? C'est un truc majeur pour nous. Et donc, ils discutent de ça pendant 1h30, mais c'est super intéressant. Mais c'est vrai que c'est la mentalité du capitalisme ambiance 2020, parce que c'est pas que les réseaux sociaux qui font ça. On l'a aussi... on le voit sur tous les grands enjeux réglementaires, que ça soit REACH, sur la pollution... en Europe, etc. C'est devenu une pratique maintenant. Alors c'est vrai qu'eux, ils ont poussé le truc. Ils sont leaders sur le sujet, pour le coup. Ils ouvrent une nouvelle voie de lobbying, en réalité, quoi. D'influence qu'on ne voit pas. Non, et qui est peu traité par la presse. C'est-à-dire que tu vois jamais des trucs comme ça. Tu vois, jamais la presse s'interroge. Par exemple, moi, j'étais surpris quand... Google a installé un gros centre d'AI à Paris et que, grosso modo, dans la presse, tu disais que des trucs, c'est formidable, Google installe son truc d'AI à Paris. Ok, mais c'est quoi la contrepartie? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, c'est quoi un peu la bad side of the deal? Il y a forcément un truc un peu... c'est pas juste Google vient et fait un centre d'AI à Paris. Ça va au-delà de ça, si tu veux. Ouais, c'est vrai que ça touche un point très sensible. Moi qui suis chercheur, en tout cas depuis une dizaine d'années, j'ai évolué dans le milieu de la recherche académique aux États-Unis, au Brésil, en Europe.
j'ai pu constater autour de moi, enfin, il y a une véritable... c'est des chasseurs de tête, c'est-à-dire qu'il y a il y a Facebook ou Google, enfin, c'est des groupes qui aujourd'hui débauchent des chercheurs. J'en ai parlé tout à l'heure pour le Brésil, mais c'est à une plus grande échelle, c'est vrai, pour produire, en fait. Ils ont compris que voilà, ils font ce qu'on fait, en fait, ils refont ce qu'on fait dans le milieu du pétrole, ou voilà, ils refont la même chose, de ce point de vue-là. C'est pas nouveau, sauf que la différence, c'est que le pétrole, ça a touché l'énergie et bon, un peu peut-être l'environnement, évidemment, mais quelques sujets comme ça. En fait, c'était quand même plus. C'était déjà un truc un peu. C'était déjà un peu structurant. Mais c'est vrai que là, les plateformes, c'est l'infrastructure de notre démocratie, de notre économie, de notre culture. Il y a tout qui commence à rentrer, à essayer d'être absorbé par ça. Et la question, c'est, pour moi, c'est vrai que c'est d'essayer de commencer à tester des stratégies différentes. Et je pense qu'à l'échelle de Marseille, on peut faire des choses de ce point de vue-là. Ouais, mais que ça n'arrivera pas, on n'arrivera pas à l'échelle de Facebook, c'est juste... Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a effectivement des choses à faire à une échelle locale, et ça, il faut absolument le faire. Il n'y a vraiment aucune raison de ne pas poser une négociation sur la table quand il y a un data center aussi important qui s'installe dans une ville. Enfin, il doit y avoir une négo, c'est obligé. Après, sur le reste, si il n'y a pas une prise de conscience des gens, pas forcément de l'intégralité de la population, mais déjà d'une partie importante de la population, des institutions, des business, parce que souvent les chefs d'entreprise sont assez naïfs avec ces trucs-là. Moi, j'ai vu des exemples d'énormes boîtes industrielles qui travaillent en plus pour une grande partie sur la défense, passer toute leur infra sur Google. C'est pas très malin. Il y a forcément une meilleure option d'un point de vue stratégique long terme pour une entreprise européenne qui a des activités dans la défense que de passer tout chez Google. Enfin, franchement, il y a un moment, tu te dis, là, est-ce que c'est pas fait exprès ? Bon, mais ça, c'est un cas extrême, mais tu as plein de boîtes qui se rendent absolument pas compte des enjeux qu'il y a là-dessus. Et du coup, il n'y a pas la pression un peu culturelle et sociale qui ferait que émergerait et aurait du coup un business model, un acteur XYZ européen qui pourrait aller sur ces trucs-là. Et là, trouver des solutions, c'est compliqué. Moi, j'ai lu rapidement un bouquin qui m'a semblé pas mal là-dessus, mais je ne l'ai pas lu assez sérieusement, il faudrait que je le relise, mais il y a Babinet qui a écrit un truc là-dessus, qui était pas mal, sur les plateformes et sur la stratégie justement de... Il posait cette question de la stratégie des États via les plateformes. C'était pas mal. Je ne saurais plus de ressortir l'argument. Mais j'avais trouvé ça sérieux comme question. Il faudrait que je relise ça, d'ailleurs. Mais c'est vrai que on ne se rend pas bien compte à quel point il y a des enjeux qui sont bien au-delà des petits enjeux de souveraineté un peu cosmétique. Là, on n'est pas dans la souveraineté cosmétique, on est dans la souveraineté, dans le dur, vraiment de la souveraineté. C'est vraiment sur presque l'encodage de la souveraineté. C'est le backbone un peu, pour prendre des trucs un peu web, mais c'est vraiment majeur. C'est si demain, quels vont être demain les canaux de distribution de toute l'industrie culturelle autre que Hollywood ou chinoise. Enfin, je veux dire, quand tu commences à rentrer dans une logique hégémonique en termes de distribution des contenus, ce qui est en train de se passer avec les câbles privés, etc. Quand par ailleurs tu as la loi sur l'égalité des contenus sur Internet, la neutralité, des contenus sur Internet qui a pris un sérieux coup dans l'aile, on peut se demander demain s'il y a un avenir possible pour des industries culturelles autres que les quelques grandes industries culturelles américaines et chinoises. Et voilà, bon. Parce que l'acteur qui sera mieux disant aura la primauté de diffusion de ses contenus dans ces différents tuyaux-là. Qu'est-ce qui va se passer pour les cultures XYZ des pays qui sont pas producteurs de ces plateformes, qui ne sont pas
les initiateurs de ces plateformes. Sur des problématiques, bien sûr, de défense, de sécurité, c'est l'ensemble, puisque toutes nos activités aujourd'hui sont digitalisées, c'est en réalité l'ensemble de ce qui fait un pays, une zone, une ville, une région qui est susceptible d'être impactée par ça. Oui, il ne faut pas oublier l'alimentation, le commerce. Là, j'ai appris récemment que la CMA-CGM avait accordé, confié 3 lignes régulières entre la Chine et les États-Unis à Amazon pendant le confinement. Donc c'est-à-dire qu'ils sont en fait ils ont loué 3 bateaux à temps, ils louent 3 bateaux temps plein pour alimenter. Donc c'est-à-dire qu'ils sont en train eux aussi comme Facebook avec les câbles de finir ils étaient très bons sur le terrestre, la distribution terrestre, la logistique terrestre, et là ils sont en train de passer à la phase suivante, c'est-à-dire de contrôler d'être en lien. Moi je trouve que ça veut dire qu'il y a des entreprises en ce moment qui atteignent des niveaux de concentration qu'on n'a jamais vu, je pense, auparavant. Après, qui ont un poids économique. Après, c'est la question du too big to fail, c'est-à-dire est-ce que les États, que ce soit l'Union européenne ou les États-Unis, sont aujourd'hui en capacité ils ont commencé à le faire aux États-Unis, là d'ailleurs, de parler de conglomérats, de parler de loi antitrust, etc., pour briser ces... et de le faire rapidement, parce que c'est vrai que là, dans bientôt, ce sera trop tard. Ils vont si c'est pas déjà le cas, ils vont être un oligopole et ils vont prendre à quelques-uns, ils vont prendre le contrôle des États-Unis définitivement. Non, mais en plus, c'est vrai que quand tu vois on fera le bilan fin 2020, mais le Covid, là-dessus, risque d'être absolument dramatique. 3 mois ou 2 mois et demi de confinement. C'est pas terminé. Là, 6 semaines de couvre-feu, ça veut dire déjà que tous les restos, t'en as 1 sur 2 qui va pas pouvoir rouvrir. C'est pas possible, tu vois. C'est des telles pertes, c'est en plus, ça va au-delà des pertes, c'est-à-dire c'est aussi des pertes d'habitude, des pertes tu vois, de repères, tous les métiers qui sont autour de ça, et notamment les métiers artistiques et culturels. Donc certes, on a repoussé d'1 an la capacité pour les intermittents de recharger leurs droits, pour pas qu'ils se retrouvent il n'y a pas que fermés. Non, bien sûr, mais ok, il y a eu des mesures, ok, d'accord, mais n'empêche que c'est tout le secteur de un peu restauration, sortie le soir, culture, etc. aujourd'hui qui a pris un très très gros coup. C'est un secteur, il y a beaucoup d'emplois, et c'est des emplois énormément. C'est souvent des emplois que tu peux faire en plus quand t'as pas beaucoup de qualifications. Il y a un peu d'informel dans tout ça. Donc ça touche des populations qui sont déjà plus ou moins, pas si ce n'est précaires, en tout cas qui peuvent potentiellement le devenir assez rapidement. Qu'est-ce qui va se passer? Et en plus, c'est des emplois locaux. Tu peux pas délocaliser, pour le coup. Et les petits commerces, parlons pas des petits commerces de centre-ville et tout ça, qui sont... Alors, et à côté de ça, tu as effectivement un acteur comme Amazon qui, évidemment, tire son épingle du jeu de ce type d'épisode et crée des habitudes dont les gens vont avoir aussi du mal à se débarrasser. Ouais, non, mais de toute façon, là, on a une transformation majeure, sociale, économique, je pense que sans précédent, effectivement, pour notre génération. Et moi, je pense là-dessus que le numérique, et on le voit quotidiennement en ce moment, est quand même un atout. Le fait d'avoir, pour inventer le monde de demain, c'est-à-dire tous les maux dont on a souffert dans l'époque industrielle, à l'époque de la consommation. Je pense qu'il y a urgence à consommer différemment, à se déplacer différemment, à produire différemment, et que là, on est dans un moment où c'est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on peut, bien sûr qu'il peut y avoir Amazon qui va grossir, qui va exploser, et puis la désertification du tissu industriel et du tissu culturel et de tout ce qui est la restauration, etc. Mais en même temps, moi je vois que ça libère aussi
dans l'organisation du travail, il y a la possibilité, si c'est bien fait, de repenser complètement nos modes de vie, mais vraiment complètement. Donc de se remettre à produire beaucoup plus qu'on l'a fait. Par exemple, qu'il y ait beaucoup plus de jardins partagés, beaucoup plus de que notre temps quotidien soit organisé très différemment grâce à une organisation différente du travail. Et par exemple à Marseille, pour revenir sur le texte que j'ai écrit là, c'est cette idée que on peut diminuer dans la région par exemple tout ce qui est pendulaire, tout ce qui est trafic pendulaire, en organisant des assises avec les entreprises et la mobilité, en leur disant voilà, on va aller vers un télétravail maintenant qui est structurel, faisons-le ensemble, réfléchissons à la façon dont on va créer des lieux communs, des lieux partagés, des lieux qui sont des pépinières d'entreprise, ce que vous voulez, mais pour que on diminue par 2 le trafic autoroutier et sur le territoire, et que la politique d'emploi soit aussi orientée par l'endroit où tu habites et par la capacité de télétravailler, etc. Ça, je pense que c'est des choses qui peuvent permettre, ça résoudra pas tous les problèmes dont tu as parlé, mais ça permettra de se dire ok, on a une société qui est à bout de souffle, essayons de voir ensemble ce qu'on peut faire de nouveau, et en quoi le numérique est un peu l'outil qui fonctionne et qui fonctionne le mieux en fait aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est celui qui a c'est cet outil-là qui a résisté à il n'y a pas eu de congestion, il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu de crash d'Internet. Voilà, il y a une capacité, la fibre optique, de toute façon, il y a les techniques de multiplexage aujourd'hui qui font qu'on utilise tout le spectre de la lumière pour faire passer de l'information. Donc les capacités sont vraiment énormes. Et on le voit dans la réalité. Ouais, concrètement, ça a super bien marché. Et ça, c'est quand même c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on a des infrastructures qui résistent. Maintenant, comment on fait pour adapter le droit du travail, pour adapter de façon intelligente, pas en mode ubérisation, mais une façon de donner plus de temps à la vie de famille, de donner plus de temps à la pluriactivité. Ce genre de choses qui, je pense, il y a beaucoup en tout cas de travailleurs qui aujourd'hui, enfin je parle de travailleurs qui sont salariés, qui souffrent de la question de la gestion du temps, de la question de la gestion des enfants, la question des transports. C'est super compliqué, et ça c'est massif. Même si les salariés sont de moins en moins nombreux, mais il reste quand même le dur. C'est eux qui, c'est eux qui définissent le système tel qu'il est aujourd'hui. Et si eux acceptent de peut-être perdre un peu en rémunération, j'en sais rien, ou selon les secteurs, et de gagner il peut y avoir quelque chose. Carrément supprimer le salariat. Faut arrêter avec ce truc de salariat. Non mais le salariat, c'est un truc. Ça n'existait pas, le salariat, avant. C'est pas un truc qui est quelque chose de l'histoire de l'humanité depuis hyper longtemps. C'est un truc qui est lié à l'industrialisation. Je te prends du temps sur un temps fixe, déterminé, précis, et en échange, tu me donnes de l'argent. Donc après, il y a des formes rudimentaires de salariat sûrement dans l'histoire. Je connais rien d'ailleurs. Je suis peut-être en train de dire une énorme connerie, mais toujours est-il que, et d'ailleurs, c'est pas tellement le problème. Moi, je pense qu'il faudrait carrément le supprimer. On arrête. Plus de salariés. Et tout le monde est sur un régime d'intermittence. Revenu de base. Rechargeable. Non, mais avec un système rechargeable, où avec ce qu'on dépense, en prestations sociales, c'est quand même phénoménal. Les dépenses qu'on a en France, c'est un truc ahurissant. Un pognon de dingue, comme dit Macron. Mais c'est vrai, on dépense énormément d'argent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen tu vois, mais bon, en dehors de toute politique, je ne veux pas faire une polémique politique dessus, là, pas du tout, mais je me dis, est-ce que ça ne serait pas mieux si finalement chacun était responsable de un certain nombre de sa capacité, si tu veux, à travailler, à faire, à pas faire, etc., où tu as un filet de sécurité minimum type revenu universel, et des droits rechargeables qui sont rechargés en fonction de avec qui tu vas contracter pour faire telle ou telle mission. Et que tu peux avoir des missions qui sont plus ou moins longues, plus ou moins courtes. Non, c'est une mauvaise idée. Non, mais... Non, mais je trouve que c'est trop rigide. À un moment, le salariat n'est pas adapté. Après, en réfléchissant, ce que je réfléchis en même temps que je dis ça, il y a des métiers, forcément, c'est difficile de ne pas être salarié.
Si tu prends je sais pas, t'es policier, il n'y a pas de raison que tu sois pas salarié. Enfin, c'est aberrant. Si t'es pas salarié, c'est quand même super bizarre. Fonctionnaire, ne pas être salarié, c'est quand même aussi extrêmement bizarre. Bon, des métiers sur lesquels il y a une certaine visibilité, stabilité dans le temps, etc. C'est intéressant aussi pour des gens de pouvoir être salariés. Mais peut-être qu'il y a une autre modalité qui est moins radicale que l'auto-entrepreneuriat, où là, c'est carrément sans filet. Et tu te précarises en réalité quand tu es auto-entrepreneur, et c'est rare qu'il y ait des auto-entrepreneurs qui arrivent à passer ensuite à la case entreprise et puis du coup arriver à sécuriser des revenus, des complémentaires, des assurances, employer des gens, etc. Ça reste très rare. Il y a sûrement un truc intermédiaire à trouver, donc sans supprimer, je reviens un peu sur mon impulsion initiale, le mec, sans supprimer le salariat, avoir un régime qui permettent d'intégrer aussi un peu tous les gens qui font plusieurs trucs, tu vois, ce qu'on appelle des slashers, etc. Il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui font ça, qui se rapprochent de l'intermittence sans les excès qu'on peut avoir dans le régime de l'intermittence par ailleurs, qui est quand même très déficitaire. Donc, je sais pas. Je me dis qu'il y a un truc en fait ancien dans le salariat, tu vois, que c'est un truc, je vois pas le salariat. Ah non, mais le salariat, énorme de toute façon, dans les 100 prochaines années, quoi. Il y a des critiques très très virulentes depuis Marx, enfin depuis même sur le système salariat comme étant une forme d'esclavage différent, enfin dans le sens où parce qu'il y a tout un système qui se met avec d'acheter le temps, la personne, c'est ce qu'il y a de plus précieux, et je crois que l'indépendance des travailleurs, les travailleurs indépendants ou en petites entreprises, ce qui a été laminé par l'industrialisation, c'est sûr que ça a produit des salariés en masse. C'est-à-dire que, et ce que dit Marx surtout, c'est moi ce qui m'intéresse le plus dans son analyse, c'est la question de l'aliénation par rapport au savoir, c'est-à-dire au savoir-faire. C'est-à-dire que les travailleurs indépendants, ils avaient non seulement le temps qu'ils pouvaient maîtriser, pourquoi ils le maîtrisaient? Parce qu'ils maîtrisaient la technique, c'est-à-dire qu'ils savaient combien de temps ils pouvaient mettre pour faire une chaussure, pour faire un truc. Tu veux dire sur les métiers il y a un lien direct entre notre temps. Mais juste pour qu'on comprenne bien. Oui, je parle de la fin du 19e siècle. Voilà, 19e, je parle de avant 18e, 19e, l'arrivée de l'industrie. Donc, grosso modo, quand tu as un métier, tu es soit agriculteur, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs. Artisan, oui, voilà. Ou après des professions qui sont moins concernées. Mais c'est l'agriculture, l'artisanat, mais lui il va plus loin, il dit aussi les métiers intellectuels ont été touchés par ce phénomène d'industrialisation, et ce qui décrit, bien sûr qu'il y a le système du salariat qui devient une dépendance, etc., qui est un maillon important du système, mais il y a aussi l'aliénation, non pas au sens par rapport aux moyens de production, etc., mais ça c'est fait partie, c'est le corollaire du salariat, mais par rapport au savoir-faire, c'est-à-dire que tous ces savoir-faire, ou même les savoir-faire intellectuels, etc., ont été, et c'est ce que fait d'une certaine façon Facebook à très très grande échelle avec toute notre vie quotidienne maintenant. C'est-à-dire que on avait avant, je pense qu'il y avait cette maîtrise du temps, parce qu'on savait, il y avait le savoir-faire. Quand tu sais ce que tu fais, quand tu maîtrises ta technique, tu sais le temps qu'il te faut pour faire quelque chose, et donc la durée de ta journée, elle est en quelque sorte, tu en as la maîtrise, parce que tu as le savoir-faire. Et c'est en objectivant dans des processus on va dire par exemple de management, mais on dirait ça aujourd'hui, mais c'était surtout l'administration de l'industrie, etc. En objectivant l'organisation du travail et en généralisant les machines, il y a eu cette perte massive de ce savoir-faire. Et les machines, c'est l'entreprise qui capte le savoir-faire. Voilà, qui capte le savoir-faire, mais surtout il y a une perte. Il y a une perte, du coup. Enfin, il y a une transmission. Qui est de l'ordre épistémique, c'est-à-dire du savoir, d'un savoir qui est perdu. Et aujourd'hui, par rapport à la technologie et à notre temps, on ne sait plus s'occuper dans nos journées. On a une perte de savoir dans notre emploi du temps. Et c'est ça que moi je trouve très, très, très grave avec les plateformes. Mais la question, c'est comment effectivement transformer par exemple le salariat en autre chose pour qu'on retrouve cette capacité à avoir un emploi du temps. Et ce sera en fait bénéfique pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on s'occupera mieux de ses enfants, on travaillera mieux quand on est sur quelque chose parce qu'on aura une meilleure maîtrise de ce qu'on fait au lieu d'être dans un bureau pour pointer. Ouais. Des fois tu fous rien pour la moitié de la journée. Et on se déplacera mieux, c'est-à-dire au lieu de passer 15 heures par semaine dans les transports, on pourra se déplacer
pour de bonnes raisons. Et ça, c'est ça pour moi qui est le point vraiment important, la maîtrise, enfin, cette capacité à retrouver un emploi du temps qui soit qui vienne de soi et qui soit accepté parce qu'il est maîtrisé, quoi, et qu'il n'est pas et notre emploi du temps, notre emploi de l'attention aujourd'hui sur les plateformes, c'est des algorithmes qui le font. C'est pas nous qui choisissons de quel contenu on passe de A à B, etc. C'est exactement ça. C'est allé tellement loin que même notre attention, ce qu'on appelle le train of thought en anglais, il est devenu. Ça c'était notre train, mais il est devenu en quelque sorte. Ouais, il est conduit par un autre. Ouais, il était colonisé par une plateforme qui vient te piquer ce temps pour le revendre. Mais c'est ce que faisait TF1 quand on demandait à Moujotte c'est quoi TF1 et qu'il a dit de manière très spontanée, très honnête, mon travail c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, et tout le monde lui est tombé dessus, alors que pour une fois que le mec disait la vérité, je trouve ça énorme quand même. On aurait dû lui dire bravo, au moins il dit la vérité, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, est-ce que c'est vraiment un bon modèle, est-ce qu'on essaie de pas de le changer? Non, tout le monde lui est tombé dessus en disant c'est un scandale et tout ça, bon bref. Mais c'est ça, et c'est ce que va pousser de manière beaucoup plus invasive et beaucoup plus subtile les Facebook, les Twitter, c'est les subtil Insta. parce que ça te laisse l'impression t'as l'impression que c'est du temps pour toi, tu dis tiens j'ai un petit moment pour moi, j'ai regardé Facebook, en réalité c'est tu vas donner le temps libre que tu le donnes à Zuckerberg pour qu'il puisse te vendre de la pub. Ouais. Non, après, la solution, ce serait qu'il lâche le contrôle des algorithmes, c'est-à-dire qu'on puisse définir vraiment, voilà, moi je veux ça, puis ça, puis ça, puis ça, et que tu sois en capacité permanente de modifier ce qui va apparaître. Là, ça serait un outil qui serait utile pour créer l'information. Tu peux faire un peu sur Twitter quand même, parce que ça dépend qui tu suis, etc. Tu peux le faire. Un peu plus sur Twitter, mais c'est un apprentissage. Sauf que les contenus sont mauvais sur Twitter. Et surtout, ça doit s'apprendre. Ça doit s'apprendre quelque part, parce que c'est une technologie. Un algorithme, déjà, savoir ce que c'est qu'un algorithme, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui doivent s'apprendre, et ça, pour le coup, c'est le rôle de l'éducation, de nous apprendre comment fonctionne une plateforme. On a vaguement appris comment fonctionne une entreprise, vaguement. Je veux dire, on a une histoire. Moi, j'ai pas appris on a appris quand même la révolution industrielle, machin. Mais la révolution numérique et ce que ça implique, ça, on l'a pas trop appris à l'école. Enfin, peut-être que non, pas du tout. Mais et pourtant, c'est en train de se passer. Et ça peut-être, mais en tout cas, jusqu'à la 5e. C'est déjà derrière nous. Je peux dire que ça n'existe pas. Moi, de ce que j'ai vu chez les enfants. Le premier câble de télécommunication fibre optique en Atlantique, c'est 1988. Donc, ça fait déjà 32 ans que. Ouais, mais c'était le plan calcul. T'as oublié cette période. J'avais 4 ans, 6 ans. Ouais. Nous, on avait des TO7 à l'école. des MO5 avec le plan Fabius. Ouais. Ah ouais, écoute, je trouve c'est passionnant. Si t'as rien à rajouter, on arrête là, il n'y a aucun problème. Non, moi ça va. Écoute, merci beaucoup pour la discussion, l'accueil. Et je sais pas, on aura peut-être l'occasion sur d'autres formats de reprendre. Ouais, je pense qu'il y a un sujet de conversation qu'on peut avoir sur justement sur c'est quoi les alternatives. Comme tu le sais, moi je travaille sur un projet en ce moment qui s'appelle Republic, qui a vocation à essayer d'imaginer une alternative à un réseau social de masse, une alternative crédible. Donc autant dire que c'est pas gagné, mais bon, c'est super intéressant comme projet, donc quand ce sera un peu plus mûr on pourra en parler, mais ça pose des questions, c'est pas évident, c'est pas pour rien que Facebook est dominateur et qu'il n'y en a pas un autre réseau qui l'a remplacé, c'est évident, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Oui, puis comme tu le sais, moi je travaille sur un outil de distribution de ressources en environnement contraint, notamment les zones de conflit, pour concurrencer ou remplacer notre ami Amazon. Donc je pense qu'on se retrouvera. Donc c'est pour te donner un peu le niveau de ce podcast. Non mais t'as deux Marseillais, un qui veut essayer de vaguement concurrencer Amazon et un autre de Facebook. Donc on est au bon endroit, les gars. C'est the place to be. Ok, c'est cool. Merci Félix, en tout cas c'était un plaisir. Merci à toi. Et puis next time, on verra de quoi on parle, mais on essaiera de parler un petit peu de ces sujets d'usage et comment essayer de transformer tout ça. Merci, à plus tard. À plus tard, bisous. Bye bye, ciao.